Salut à tous, donc aujourd'hui je vous présente cette vidéo dans laquelle je vais essayer de répondre à cette question: comment peut-on gagner à Milan-San Remo dans Pro Cycling Manager? Là je me suis basé sur la version 2018 avec un puncher, donc comme un puncher. C'est-à-dire qu'on va donc envisager une autre stratégie que celle de l'emporter au sprint avec un coureur par exemple rapide et très bien préparé. Donc pour cela, on va voir que les choses s'organisent en 3 temps. Dans un premier temps, il faut choisir quel va être notre coureur auquel on promet cette victoire à San Remo. Il y a des caractéristiques qui me paraissent indispensables. C'est d'une part celle d'endurance qui permet d'avoir, surtout sur une course comme Milan-San Remo qui dure quasiment 300 km, de l'efficacité tout au long des 292 et quelques kilomètres, d'une part, et évidemment la note en vallon, celle-ci, c'est celle qui caractérise évidemment notamment le puncher, qui va donc lui permettre d'aller attaquer au moment clé. La note d'accélération ensuite euh, va en général de pair avec une très bonne note en vallon, mais je pense qu'il est nécessaire de l'exiger si l'on veut pouvoir s'extirper du groupe entre guillemets peloton au moment où on décide d'attaquer. Et enfin, la caractéristique de descente qui permet éventuellement d'attaquer dans la descente. Vous verrez un petit peu plus tard, comprenez je pense déjà de quoi je parle. Parmi tous les coureurs que j'obtiens, vous le voyez, ça s'est affiché à l'écran, je vais choisir moi le plus faible, ou en tout cas celui qui me paraît être le plus faible d'entre eux, pour appliquer le plan que je vous propose. Donc Rui Costa sera ce coureur, et on rentre ainsi dans la deuxième phase importante, c'est toute la préparation d'avant-course, euh, pour un peu en tout cas qu'on décide de jouer en mode carrière Milan-San Remo, et non pas en mode course d'un seul jour, comme c'est également possible. Mais à ce moment-là, la préparation vous échappe. Voilà, et ce qui va être important, et nous on va pas s'attacher à tout préparer pour cette équipe-là, hein, on va juste se proposer de voir comment est-ce que un Rui Costa peut être préparé pour aller chercher San Remo. Donc je vais très très vite aller regarder dans les objectifs déjà quels sont les leaders. On voit que Rui Costa ne l'est pas, personne n'est annoncé sur Milan-San Remo. Donc moi je vais aller directement chercher autre coureur. Costa, tac, programme perso, on va lui proposer de se préparer pour San Remo. Alors vous savez que quand vous voulez être vraiment prêt pour un objectif, mais je vais quand même mettre San Remo, hein, mais normalement, si je misais tout sur San Remo pour Rui Costa, je ne lui mettrais pas son pic de forme à San Remo. Je le lui mettrais par exemple à Tirreno Adriatico. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'aurai la certitude que Rui Costa va vraiment être en pic de forme garanti à Milan-San Remo. Une autre chose qu'il va falloir faire tout de suite, et après on va être obligé d'avancer d'un jour, c'est de regarder le niveau de préparation. Je ne touche donc à personne, hein. Il est bas. Moi, je pense que pour être bon à Milan-San Remo, il vaudrait mieux avoir une pré-saison en préparation de niveau normal. Voilà, pour moi, on met en bas les mecs qui soit doivent être vraiment prêts seulement sur les Ardennaises, soit ceux qui doivent être prêts uniquement sur le Giro. Mais sinon, on prend des risques. Je dis pas que c'est pas possible, mais je pense qu'on prend des risques. Donc ça, c'est un autre aspect. Voilà, hein, je ne touche à personne, c'est le but. Je m'occupe que de Rui Costa. Je le mets en normal, je valide. On va donc avancer d'un jour.
Voilà. Je vais être bien obligé de gérer les affaires courantes. Voilà. On gère ces choses-là. Et maintenant, on va s'occuper de la planification. La planification pour Rui Costa, ça passe nécessairement par lui choisir des courses dans lesquelles il va se chauffer avant son objectif, le seul pour nous en l'occurrence, qui est Milan-San Remo. Je vais lui mettre du Paris-Nice. Je vais lui demander d'être allé entre-temps à, par exemple, à Oman. Je vais par exemple lui demander d'être allé à Dubaï. Bon, c'est nul, hein, mais c'est juste pour faire des jours de course. Voilà, je lui fais ça avant. C'est-à-dire, on est à quoi là? On est à 24 jours de course avant San Remo, c'est-à-dire donc 23 jours de course. Après, il faut s'assurer de l'excellente forme au moment de San Remo. Vous voyez qu'actuellement, un 99 qui est planifié. Moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus, qu'on soit un peu plus haut, un peu avant. Pour être un peu plus haut, un peu avant, voilà, je monte juste une barre d'effort ici. Et je pense qu'on va être dans de très très bonnes conditions. Vous voyez, il ne faut pas que le 100 il arrive trop tard. Le 100 il va arriver la veille normalement. Il devrait arriver, pardon, la veille de la course. C'est important d'ajuster cette courbe-là après avoir mis les courses auxquelles va euh, participer votre coureur. Regardez pourquoi. Si je supprime Oman, comme par hasard, ça a baissé. Si je supprime Dubaï, ça ne va pas baisser parce que je suis déjà à 100%. En revanche, ici, je n'ai il n'y a qu'un seul petit plus. Si je supprime Mallorca, regardez à droite, tac, ça descend. Donc, c'est très simple. Il faut vraiment ajuster quel est le bon nombre de jours de course avant l'objectif, etc. Je vais être juste un tout petit peu puriste sur ce coup-là. Je vais regarder ce que ça donne sur la saison. Bon, bah, il n'y a rien de scandaleux. Il n'y a rien de scandaleux. Tour d'Helvétie, Lombardie, bon, bref. Peu importe, on va pas s'attacher plus. Mais je voulais voir si ça générait de la fatigue supplémentaire. Ça n'a pas été le cas, alors qu'on lui a mis peut-être un petit peu plus d'efforts de préparation. Bon, eh bien, maintenant qu'on a fait ça, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ah si, on va se donner toutes les chances que ça fonctionne. On va également lui assigner un entraînement. Course par étape. Moi, je vais essayer de lui demander plus du boulot en tant que puncher. Est-ce qu'on a un staff qui va? Non, il nous faut un staff traditionnel. Donc on va prendre par exemple ce bonhomme-là. Voilà, on va aller dans l'effectif entraîneur. Rui Costa va se faire entraîner par celui qu'on vient de recruter, à savoir Manzanera, là voilà, traditionnel. Comme ça, on obéit à son souhait d'avoir un entraînement de type traditionnel. La seule chose que je peux faire, parce que ça fait quand même partie du plan, c'est demander à quelques coureurs. Alors je connais pas trop l'effectif de... Ça c'est marrant, il y a Dan Martin. Je connais pas trop l'effectif de cette équipe-là. Donc comme je ne le connais pas trop, eh bien je vais aller regarder par exemple en vallon qui est fort. Diego Ulissi. Évidemment, Dan Martin, on ne va pas lui demander d'aller aider Costa à gagner San Remo. Dan Martin, lui, il vise les Ardennaises. Hein. Donc c'est une aberration. Hein. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui est bon également en endurance? Swift. Ouais, mais... Ah oui, bah Swift pourrait donner quelque chose. On pourrait donc demander à Swift de venir aider. On pourrait également demander... Tiens, c'est qui ça? Ah oui, non, Alexander Christophe. On va certainement pas demander à Christophe de rouler pour Rui Costa. Hein. Ce serait assez insultant. On peut dire par exemple que Diego Ulissi est pas mal. Hein. En fait, on aurait presque pu essayer de gagner San Remo avec Ulissi. On aurait vraiment pu essayer de faire ça également.
Bon, bah, je considère que les deux gars qui vont être sur ces courses-là, des lieutenants parfaits pour notre ami Costa, ce sont Ulissi et Swift. Voilà. Demandez à Ulissi et Swift d'être bel et bien présents aux côtés de Costa. Donc je mets n'importe quoi en fait, hein. C'est pas un problème, hein. Je mets ça. Le tout c'est qu'ils aient un nombre de courses qui leur permettent d'être suffisamment préparés. Voilà. Bon. Et là on sait que déjà que forcément c'est bon. Juste alors puisqu'on en est là, on va vérifier. Ah vous voyez, il y a un problème de préparation pour l'ami Ulissi. Donc je vois pas l'intérêt qu'il soit prêt déjà à ce moment-là. On peut lui demander par exemple de se calmer dans sa préparation ici. C'est bizarrement fichu. Voilà, il va être combien? Il va être à 96 à San Remo. Ça peut largement suffire pour aider, voilà. Et ensuite, pour ce qui est de Ben Swift, Ben Swift c'est pareil, ils l'ont aligné bizarrement, bref. Moi je vais pas lui demander de partir comme ça sur les chapeaux de roue, sinon il va être trop fatigué à San Remo. En revanche, ici et là, ouais, c'est assez pénible parce qu'il y a trop d'efforts de fait là. Voilà, voilà. En fait, c'est qu'ils ont dû lui mettre une préparation très élevée ou quelque chose comme ça. Et voilà. À San Remo, vous êtes à 98, voilà, c'est nickel. Donc voilà, Swift ou Lissy, parce que quand même dans l'histoire, il faut pas être tout seul, hein. Troisième étape, la stratégie de course. Alors, on peut voir que la préparation a été plutôt correcte, puisque Rui Costa se retrouve, quand on voit des petits points au-dessus, c'est qu'il y a des petits bonus. Il se retrouve avec des bonus un peu partout. Il a bel et bien... Alors ce bonus endurance là, il est bon. Il fait vraiment du bien. Bonus en vallon. On peut voir sur des cas comme ça, au niveau du briefing, qu'est-ce qui est planifié. On nous pronostique un +3 qui est lié, vous avez vu, essentiellement à la préparation. Donc, ouais, juste un peu de fatigue, c'est dommage. Ça aurait pu être optimisé. Voilà, donc tout le monde est là. On va y aller. Voilà, je m'assure donc que tout le monde est placé correctement dès le départ par un effort curseur. Je mets ensuite un effort 74 pour les 3 personnes sur lesquelles, pour les 3 Swift, Ulissi, Rui Costa sur lesquels je compte en fin de course. Ensuite, je vais chercher des protecteurs. Alors, un qui pourrait être un très bon protecteur, c'est Marco Marcato pour Rui Costa. Ensuite, est-ce que Troya, non, il vaut rien, il vaut que dalle. Il y a vraiment des coureurs pas bons hein, dans cette équipe, hein. C'est ça qui est oh là là, c'est remarquable. Ouais, Ghana aussi, c'est vraiment une quiche. Donc bon bah tant pis. On va être obligé de faire protéger, donc Petili va protéger Swift. Et puis bon bah on va laisser Troya pour protéger Diego Ulissi. Puis après en général je sélectionne les 3 que j'ai élus comme devant jouer un rôle. Et puis j'avance. Puisqu'on est dans San Remo, il faut avancer au minimum jusqu'avant la Cipressa. Voilà, donc on arrive à la Cipressa. Donc là, surtout, le mot d'ordre, c'est on ne consomme pas de force inutile. Voilà. On voit d'ailleurs que Rui Costa est relativement mal placé, mais a priori ça ne va pas avoir d'incidence, puisque derrière la Cipressa, il y a une descente et un replat sur lequel il aura largement les moyens de revenir dans le coup.
Donc pas d'affolement. De toute façon il est en train de remonter là, relativement progressivement. Il est en train de remonter. Bon voilà, on voit par exemple, je sais pas, un Arnaud Desmar là-bas au loin qui fait l'effort de se maintenir aux avant-postes. Nous on est un peu en mode traînard. C'est pas dommageable pour le moment. C'est pas dommageable du tout. Ce qui compte par contre c'est d'aller maintenant rapprocher nos coureurs en profitant de la descente qui va suivre, de se replacer à l'avant parce que bientôt on va rentrer en selle. On voit d'ailleurs que les barres des uns et des autres sont quand même entamées. Hein. Ça sent l'arrivée massive au sprint. Un coureur a chuté, il ne se relève Donc pas. là, voyez, heureusement, il y a Rui Costa qui est en train de récupérer de la barre. Un leader est tombé. Espérons que c'est tout l'intérêt d'avoir un coureur de ce type-là. Swift, Costa. Attention, il y a une cassure. Ulissi s'est fait piéger. Est-ce que c'est pas fini pour lui? Non, je ne pense pas pouvoir rentrer, ça va. Par contre, il y a difficulté pour Costa, qu'on va tout de suite faire suivre Ulissi. Encore 15 km à parcourir. Voilà, sachant que celui qui va prendre maintenant ses responsabilités dans pas longtemps, c'est Ben Swift. Et ce sera en effort max. Donc là, je peux déjà commencer à demander à Ulissi de prendre la roue de Swift. Ça va être parti. On va rentrer dans le Poggio. Swift va aller vraiment en effort d'intensité maximale. Il va se positionner en tête, ou en tout cas, il va essayer d'être en tête du peloton. On voit que Ulissi a pu se replacer dans la roue. Plus ou moins, voilà, c'est fait. Là, ça y est, c'est le Poggio. Alors, on durcit donc. Hein. Là, je suis à 88 en effort avec Swift. Ce que je peux déjà commencer à faire, c'est à balancer une petite attaque, histoire de tester un petit peu la concurrence. J'en remets une deuxième, de sorte à vider la barre de Swift. Voilà, elle est vide. Et dans la foulée, j'en remets une avec Diego Ulissi. Surtout, Swift, on lui met un effort très très faible pour ne pas qu'il gêne. Voilà, Ulissi qui va donner ce qu'il peut. Attaque de Diego Ulissi. Voilà. Et là, je pense que c'est a priori le moment pour un départ de Costa. Voilà. Costa, on va lui faire quasiment vider sa barre. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Voilà, on va lui faire quasiment vider sa barre. Les coureurs entrent dans les 5 derniers On voit kilomètres. On voit qu'il est suivi par Peter Sagan. Est-ce que Sagan va réussir à rentrer? C'est toute la problématique. Donc je vais replacer une attaque. Je vais replacer une attaque avec Rui Costa afin de surtout ne pas... Aïe aïe aïe. Sagan va nous la voler. Décroché, un leader vient de se faire décrocher. Et non. Youhou! Victoire sur le fil. Il a parfaitement bien géré sa course. On y a cru, hein. Alors là, c'était quand même un scénario encore plus difficile que ce que j'imaginais. C'est que Sagan s'est accroché. Il s'est pas laissé décramponner par notre petite magouille avec les attaques successives de Swift, Ulissi, puis Costa. Mais ce qui est miraculeux, c'est que finalement, juste en lui prenant sa roue, on a récupéré le brin de barre rouge qui nous a suffi pour le sauter dans les derniers mètres. Voilà, ça fait bien plaisir. Maintenant, les meilleurs moments de la course que nous voilà, on voit que sur la hantille, là, moi, honnêtement, là, je pense que c'est perdu. Je me dis, tiens, ce que tu proposes finalement n'a pas fonctionné.
Et puis finalement, regardez, dans un dernier effort, Rui Costa fait le boulot. Donc voilà. Tout va bien. Alors voilà, si vous voulez voir d'autres exemples de victoires à peu près dans des conditions similaires, après il y a toujours des petites différences évidemment d'une fois à l'autre, mais voilà, je vous ai mis les références de 3 victoires également obtenues sur Milan-San Remo en appliquant cette stratégie-là. Et il faudrait quand même, pour être honnête, reconnaître que il est peut-être, comparativement à la réalité, plus facile de gagner en puncher à Milan-San Remo dans PCM, évidemment, que dans la réalité. Hein. On va pas raconter non plus n'importe quoi. Hein. Ainsi, quand on observe le palmarès de grosso modo des 20 dernières années, on s'aperçoit quand même que les victoires en puncher, eh bien, elles sont extrêmement rares. Après, voilà, chacun peut nuancer sur ce qu'il appelle une victoire en puncher, mais c'est quand même pas quelque chose de très courant. Voilà. Cette vidéo est donc terminée. Je vous dis bye bye, à très bientôt.